Merci donc d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde sur le thème souveraineté numérique de la stratégie à l'action avec Nice 2. C'est un sujet intéressant parce que souvent, lorsqu'on parle de sécurité, de cybersécurité et de cyberrésilience, j'aime bien associer cybersécurité et cyberrésilience. Cybersécurité parce qu'on essaye de se prémunir contre les attaques et cyberrésilience pour savoir ce qu'on fait une fois que les attaques ont eu lieu. Donc j'aime bien associer les deux aujourd'hui. Donc parler de cybersécurité, souvent, c'est sous un angle technique qu'on le fait. On a eu tout à l'heure Bitdefender qui nous a dit, oui, des problématiques techniques, c'est clair. C'est souvent l'angle d'approche. Mais dans la cybersécurité, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des aspects réglementaires, des aspects légaux, notamment qui vont engager la responsabilité des chefs d'entreprise, qui vont engager la responsabilité des sociétés. Donc c'est quelque chose de très important, déjà pour essayer de ne pas avoir de problème, de ne pas avoir de procès, premier aspect. Et deuxièmement, on a une obligation aujourd'hui d'être compliant, d'être en règle, entre guillemets, avec un certain nombre de lois, de réglementations ou de directives qui viennent de l'Europe et qui parfois sont transposées dans les lois françaises, et tout simplement pour répondre à des appels d'offres. Lorsqu'on va vouloir travailler en écosystème, en chaîne de valeur, il va falloir que tout le monde soit compliant, soit compatible, entre guillemets, avec des directives ou des règlements comme Nice 2, par exemple. Et pour ça, eh bien, il va falloir se mettre en phase, répondre à des critères. On a vu que Bitdefender nous proposait de répondre à un certain nombre de critères, 73%, mais il va falloir être à 100% pour travailler dans ce contexte avec Nice 2. Donc on a aujourd'hui dans cette table ronde 4 experts qui travaillent toute la journée sur ces sujets, qui vont nous en parler. Laurent, bien sûr, que vous connaissez de Septéo, maintenant Septéo IT Solutions, j'ai bien compris. C'est avec la suite RG System, voilà. Donc, ok, c'est clair. Nous avons Aurélien Dauphouy de Séquence Informatique, que tout le monde connaît et également ici, et je vais vous laisser à chacun un petit mot pour vous représenter. Nous avons Cécile qui trouve qu'elle n'est pas assez connue. Tu me disais à l'instant, mon voisin ne me connaît pas, donc tu vas avoir l'occasion de te présenter et d'augmenter le nombre de relations que tu as. Et puis nous avons la chance d'avoir avec nous Gilles qui va représenter la famille OVH Cloud et la famille OVH Cloud que tout le monde à un moment donné fréquente ou a fréquenté. Cécile, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la fédération Eben et te représenter dans ton rôle dans cette fédération? Je te remercie beaucoup, Paul. Donc, en l'occurrence, Cécile Leduc, oui, je suis DG de la fédération Eben. Eben comme entreprise du bureau et du numérique. Qu'est-ce que la fédération Eben, en fait? C'est une fédération patronale qui aujourd'hui représente 2600 entrepreneurs répartis dans les territoires français essentiellement, DOM également, sur les 10 000 que compte la branche, parce que la fédération Eben porte aussi la convention collective Eben, donc, qui représente 10 000 entreprises, et nous représentons 2600 de ces entreprises. Et dans ces entreprises, on a différentes verticales métiers, l'IT et les télécoms, les bureauticiens également, les aménageurs d'espaces de bureaux, y compris la partie IoT, et tout ce qui est papeterie et fourniture de bureaux. Et donc, la cyber chez nous, c'est hyper important parce qu'en fait, on travaille beaucoup sur l'horizontalité des différentes verticalités de nos métiers et de nos entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, en fait, tout ça se croise. Et donc, merci Paul pour cette invitation. Quel est votre rôle également? Comment tu définirais le rôle de la fédération aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux apporter? Qu'est-ce que tu souhaites apporter aux différentes sociétés adhérentes? Alors aujourd'hui, c'est un rôle de conseil parce que 91% en fait, des entrepreneurs que nous représentons sont essentiellement des TPE et des PME qui font face à des difficultés croissantes, qui ont de plus en plus de difficultés en fait, à être focus sur leur business parce qu'elles sont soumises à de nombreuses contraintes et ça va être aussi l'objet, mais c'est aussi une réflexion sur laquelle on va pouvoir parler, contraintes ou opportunités. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui nous demandent en fait, des actions très pragmatiques, essentiellement en fait, autour de la partie juridique, pour les aider en fait, à comprendre comment on peut les aider au quotidien
à faire face aux sujets juridiques et réglementaires, et également en fait au sujet d'innovation, comment intégrer en fait la partie innovation qui va à un rythme qui s'accélère de jour en jour. Et donc pour ces entrepreneurs-là qui doivent faire face à des marges qui sont de plus en plus réduites, c'est comment en fait une fédération patronale peut les accompagner, peut leur donner en fait des outils, des benchmarks, des textes réglementaires plus facilités pour faciliter leur vie. Merci. C'est vrai que c'est d'autant plus important parce que ça nous permet, en tant que chef d'entreprise, de ne pas être passif par rapport à toutes les réglementations qui arrivent. Ça permet, au travers d'Eben, au travers de certains autres organismes, de faire également remonter un certain nombre de contraintes ou de volontés du terrain. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Gilles, sans nous représenter totalement OVH, on a une petite idée. Maintenant que tu connais Cécile, elle voudrait bien te connaître aussi. Est-ce que tu peux nous dire, tu connais Gilles, très bien. Quel est ton rôle chez OVH et notamment sur l'aspect B2B, relation avec des distributeurs, des revendeurs IT et télécom? Alors, bonjour, Gilles Lescao, enchanté. Peut-être redonner quelques chiffres de ce que représente aujourd'hui en France OVH. OVH représente près de 500 millions. Voilà. Sur ces 500 millions, on a à peu près 60% qui est fait par tout ce qui est ce qu'on appelle l'enterprise, sur lequel on a des commerciaux qui s'articulent en fonction de différents secteurs, donc par vertical métier, mais aussi pour la partie éditeur. Et donc je suis ravi de retrouver un certain nombre d'entre vous, puisque Artis notamment, Bitdefender, mais pour une partie plutôt, on va dire, technologique, mais aussi, bien évidemment, je dois vous appeler maintenant Septeo IT Solution, donc RG System, qui est un partenaire essentiel, et on en a beaucoup d'autres. Voilà. Mon rôle est un rôle un peu transversal. Je suis en charge un petit peu de la stratégie d'évolution, on va dire, de la partie éditeur, qui aujourd'hui représente la plus grande traction en termes de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous avez une petite idée du nombre d'éditeurs qu'on peut avoir en France, de manière directe ou indirecte. Ça représente entre 500 et 800 000, entre les gens qui sont vraiment des éditeurs au sens ISV ou ceux qui seront purement certifiés, et les sociétés, bien évidemment, qui vont développer toute la partie logicielle. Donc la croissance, aujourd'hui, elle vient des éditeurs, et les éditeurs portant les cas d'usage sont aussi les outils ou les approches écosystémiques structurantes pour nos clients grands comptes. Voilà, rapidement. Merci pour cette présentation. C'est vrai que quand on veut être compliant avec NIS2, il faut travailler avec des sociétés et des hébergeurs qui sont compliant. Ça ne suffit pas, il n'y a pas que ça, mais c'est déjà une brique essentielle et importante. Aurélien, peux-tu te présenter et nous dire un mot sur le groupement Séquence, même si tout le monde a entendu parler du groupement Séquence. Aujourd'hui, on voudrait bien quelques précisions sur on en est où, combien, qui. Je vais tout vous dire alors. Merci Paul. Donc, je suis Aurélien Daufouille, le directeur des opérations du groupement Séquence. Séquence est un groupement de VAR indépendant, national, qui a fédéré son 44e adhérent tout début septembre sur un profil de société entre 20 et 50 collaborateurs sur un rayonnement à peu près régional. Ce groupement, qui a une quarantaine d'années, a pour vocation d'agréger des partenaires, des éditeurs, des constructeurs et des revendeurs autour des métiers du réseau, du stockage, du compute, de tout ce qui est vraiment l'IT en tant que tel, et de les faire travailler sur des sujets, comme NIS2 par exemple, qui sont très vastes, très larges. Quand on est entrepreneur, on l'a entendu tout à l'heure, vous l'avez dit, sur des aspects juridiques, sur des aspects techniques, sur des aspects commerciaux, sur des aspects de référencement, savoir avec qui travailler. Et donc le fonctionnement d'un groupement comme Séquence est d'agréger ces microcosmes sous différents formats, de les faire travailler ensemble et d'en sortir, on va dire, une essence qui correspond à peu près à 80% des besoins d'un revendeur aujourd'hui, membre du groupement Séquence. Voilà. Grand merci. Les choses évidentes sont souvent encore plus évidentes une fois qu'on les a dites. Donc c'est clair, c'est à repréciser. Laurent, régional de l'étape, on t'a entendu parler toute la matinée. Qu'est-ce que tu pourrais nous redire en complément sur Septeo, RG System, pour
pour compléter ce que tu as dit ce matin et te représenter brièvement. Donc moi, en quelques mots, je suis Laurent Casse, je suis le directeur commercial de Septéo IT, donc anciennement RG System. Non, en quelques mots, forcément, si on parle d'RG, on parle de souveraineté. Donc nous, on est éditeurs français qui sont basés à Montpellier. Nos sièges se situent à côté de l'aéroport. Et notre corps de métier, on est éditeur d'une solution de supervision, un mot de SaaS. Et notre objectif, c'est proposer une solution aux MSP pour leur faciliter la vie. Donc notre rôle, c'est de dire, voilà, on offre cette meilleure solution et après on offre un accompagnement. Il y a un mot qui a été dit tout à l'heure en force de conseil. Après, notre rôle, c'est accompagner et conseiller les différents MSP sur des solutions de supervision, sur des solutions de cyber. Et après, on va détailler tout à l'heure à la partie NIS 2 notamment. Merci. Oui, c'est toujours important de rappeler que, en fait, nous sommes dans des professions où nous avons des obligations de conseil. Il y a peu de professions dans lesquelles on a ces obligations de conseil juridique, mais à savoir aujourd'hui, si vous avez un client, par exemple, auquel vous n'avez pas conseillé de solution d'antivirus et que vous lui fournissez du système informatique, s'il a un problème d'attaque ou de piratage, il peut vous attaquer juridiquement. Par contre, si vous lui avez fait des propositions de supervision, de gestion de ces risques cyber, eh bien, même s'il ne les a pas acceptés, parce qu'il a trouvé trop cher, parce que vous ne lui conveniez pas, là, il ne peut plus vous attaquer. Donc, il y a quelque chose quand même d'important à retenir dans nos professions de l'IT, c'est que nous sommes soumis à une obligation de conseil. On est obligé de conseiller nos clients en fonction de ce qu'ils ont la nécessité d'avoir dans leurs équipements. Pour lancer sur NIS 2, Cécile, lorsqu'on a préparé, tu m'as dit, mes adhérents, lorsque je veux leur parler de ça, ils me disent, c'est quoi ce truc ? Moi, j'aurais tendance à faire mon adhérent Eben, presque aujourd'hui, et te dire, c'est quoi ce truc NIS 2 ? La plupart, en fait, n'étaient pas forcément concernés par NIS 1. NIS 2, ils vont être directement concernés, pas en tant que prestataire essentiel, mais comme prestataire important, en fait. Quasiment, on a estimé à 90%. Et donc, pour certains, ils étaient déjà, en fait, ils avaient déjà la norme 27001, si je ne me trompe pas. Beaucoup, en fait, avaient déjà cette norme-là. Et il y a une grande confusion, en fait, aujourd'hui, qui est faite en se disant, mais bon, moi, j'ai déjà cette norme-là. Donc, au fond, est-ce que je vais avoir d'autres contraintes ? Et quelles peuvent être les sanctions et qui pourra venir me sanctionner ou qui va c'est très concret, hein, qui ne va pas me sanctionner, qui ne va pas me contrôler en fait. Et donc nos adhérents, ils nous demandent en fait concrètement, demain, est-ce que c'est applicable à partir de quand ? Bon bah là, ça prend un peu de temps. Je pense que vous l'aurez tous compris. Normalement, fin d'année, début d'année. Là, on se rapproche quand même hein, de jour en jour sur la promulgation et après les décrets. Et donc, c'est concrètement, qu'est-ce que je dois cocher comme case pour être conforme à NIS 2 ? Voilà. Et donc, nous, notre rôle à la Fédé, c'est de préparer en fait des checklists hein, en fonction en fait du profil de l'adhérent, parce qu'on a des profils d'adhérents qui ne sont pas les mêmes, pour les accompagner en fait vraiment très individuellement. Alors, si j'ai bien compris, au niveau de Eben, il y a deux choses. Déjà, sur la cybersécurité, vous êtes très impliqué puisque vous êtes un des membres fondateurs de cybermalveillance.gouv.fr. Donc, première partie sur la cybersécurité opérationnelle. Et puis, sur NIS 2, il y a un côté très juridique, très légal. Et là, à part des juristes, à part des hyper spécialistes, donc il faut se faire aider. Comment est-ce que vous, première question, comment est-ce que vous faites aider un petit peu pour évoluer, pour avancer sur ces aspects très juridiques et parfois difficiles à comprendre pour des techniciens ? Alors déjà, on est dans certains groupes de travail gouvernementaux, donc pour qu'on ait cette première option de compréhension. On a travaillé aussi avec certains de nos adhérents et partenaires au sein de notre commission IT sur la description en fait, des textes. Et ça a été, je les remercie beaucoup, hein, Septéo entre autres comme partenaire, et d'autres adhérents que je vois d'ailleurs, ou d'autres partenaires que je vois dans cette salle. Et au sein d'Eben, on a aussi une équipe de juristes et on est accompagné aussi du cabinet Racine, qui est un cabinet d'avocats spécialisé.
en plus de notre présence au sein du JPACIMA, donc cybermalveillance. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'acteurs autour de nous pour, j'aime pas trop ce terme-là, mais il est quand même très vrai, vulgariser en fait, rendre accessible cette information à une TPE, à une petite TPE, comme à une PME ou une ETI. Voilà notre travail au quotidien et avec l'équipe qui nous aide pour faire ça. C'est vrai que quand on est averti, quand on connaît les choses, au moins on peut prendre les bonnes décisions en connaissance. Gilles, vous êtes une OSE, un petit peu au sens de NIS2. Vous êtes opérateur de services essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous vous situez un petit peu dans l'écosystème par rapport notamment à ces réglementations, à ces normalisations et à la souveraineté, dans le sens où ce qu'on attend souvent d'OVH, hébergeurs français, c'est quelque chose de fort dans ce domaine. Pardon. Alors il y a plusieurs questions en fait que vous posez. La première, c'est qu'en fait on est un OIV, on est un opérateur important et vital, et peut-être recadrer par rapport à NIS2 la différence entre NIS1 et NIS2. La différence, c'est que NIS2, en fait, NIS1 qui concernait globalement 600 à 800 OSE, OIV, est largement étendu au travers de on va dire, de cette, c'est pas une loi parce qu'elle n'est pas transposée, mais en tout cas c'est une directive européenne qui doit être transposée. Elle ne l'est toujours pas et elle concerne aujourd'hui un périmètre qui est largement étendu puisqu'on parle de cyber-résilience. Donc je vais peut-être préciser la notion d'entreprise importante et entreprise essentielle. Les entreprises importantes quelque part sont structurées au travers de la loi de programmation militaire. Et aujourd'hui, ces 15 000 EE et EI vont se structurer au travers d'entreprises importantes qui sont les OIV et d'entreprises importantes critiques et essentielles critiques, voilà, qui vont être différents niveaux en fait de catégorisation et pour laquelle on va avoir bien évidemment des champs d'application un petit peu différents. Peut-être pour revenir sur ce qui a été dit principalement, un petit peu en avant, c'est le principe de proportionnalité aujourd'hui et c'est vrai que l'ISO 27000 peut être un raccourci simple en termes de transposition, il est fait par la Belgique, mais il n'est pas forcément proportionnel à la nature des risques et des données qu'héberge tout éditeur, notamment sur ces aspects-là. Alors maintenant, si on revient d'un point de vue OVH, strictement OVH, OVH est un cloud service provider, il fournit un bâti, c'est un industriel qui va construire son matériel et qui va fournir le bâti sur lequel, effectivement, un certain nombre de partenaires, et c'est pour ça que l'approche écosystémique est intéressante, vont venir poser leur application et dans leur application vont se retrouver avec des données clients, donc c'est un peu du B2B2C qui est représenté. Donc on ne peut pas penser NIS2 de manière, je dirais, purement simple. Il faut penser à toute la cinématique et comprendre effectivement quel est le rôle de tout un chacun de ce point de vue-là. Maintenant, pour conclure peut-être et te redonner le micro, on s'est préparé de longue date parce qu'on est à la fois un OSE, donc on est une entreprise essentielle, et on est aussi une entreprise importante qui est régie par la loi de programmation militaire. Après, je pourrais peut-être rentrer dans les détails en fonction de la discussion. Ce qui est intéressant de noter, c'est que vous fournissez le mobilier, mais vous n'êtes pas responsable des data. C'est un petit peu ce que tu veux dire dans ton message. Donc c'est une chaîne de valeur. En fait, NIS2 est une chaîne de valeur. Et quand tu disais répondre à des sociétés de type militaire ou qui répondent à des critères précis pour NIS2, bon, à la limite, on se dit tous, je ne suis pas concerné, moi je ne suis pas militaire. Hein. Mais si on veut être sous-traitant, si on veut travailler avec eux, eh bien à un moment donné, ils vont nous demander de répondre à ces mêmes critères. Donc même si on est une petite société et que apparemment on se dit NIS2, c'est loin de moi et je ne suis pas concerné, non, pas du tout. NIS2, on est très concerné, surtout si on veut faire de la sous-traitance, surtout si on veut répondre à des appels d'offres. Ma question pour toi, Aurélien, c'est comment un groupement se prépare à intégrer le bateau NIS2, la norme NIS2, parce qu'il faut dire aussi, entre parenthèses, que NIS2, c'est un peu une arlésienne, un peu un serpent de mer. Donc on nous a dit, ça arrive, c'est obligatoire, non mais pas aujourd'hui, demain, et puis là, il faut que ce soit transposé.
transposer. Et puis, on sait qu'on a des gouvernements en ce moment qui ont des soucis autres que NIS 2, même si c'est un souci majeur. Donc, on ne sait pas quand et on ne sait pas à quelle vitesse ça va arriver. Et juste, ce qui peut être intéressant, c'est de se préparer à NIS 2 aussi avec ISO, avec les normes ISO. Donc, on va avoir déjà un référentiel, on va déjà rentrer dans un norme de référentiel, et après, on va être déjà prêt à 80-90% pour NIS 2. Ma question, Aurélien, donc, comment est-ce qu'un groupement se prépare et prépare ses adhérents à l'arrivée de NIS 2 ? En fait, Paul, c'est très simple. Tu as apporté une partie de la réponse. La première réponse, c'est d'avoir déjà un périmètre. Le périmètre qu'on a défini au sein de chez Séquence, c'est une arrivée de NIS 2, une mise en œuvre qu'on va déterminer. Et dans l'environnement, on a aujourd'hui des adhérents qui ont été chercher une labellisation avec un label qui s'appelle le label Expert Cyber et une norme avec la norme ISO 27001. On met tout le monde autour de la table et on avait deux solutions. Wait and see, voyons ce qui va se passer, puis on verra quand ça va nous tomber dessus, ce qui est très français, ou on anticipe. Et cas très concret, il y a 18 mois, on a décidé de se mettre autour d'une table, directeur technique et gérant d'entreprise, dans deux salles séparées pour travailler sur deux approches différentes, et d'avoir ce côté très pragmatique de dire, on ne sait pas trop ce qui va nous tomber dessus. Heureusement, on travaille et on est adhérent Eben, donc on a un petit peu de contenu juridique et on fait partie des commissions, donc on a une première vision. Mais pour descendre au niveau de la TPE ou de la PME qui peut être adhérente chez nous, on va se mettre autour d'une table et on va discuter, on va ouvrir le sujet. Et ce qu'on a déterminé, c'est de se dire, on va se préparer en supposant que si on va chercher une labellisation Expert Cyber ou une norme ISO 27001, on ne sera pas loin de la vérité. Et la marche qu'on devra faire, elle sera beaucoup plus petite et plus courte que de partir from scratch. Donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière. On a créé un nouveau modèle dans notre groupement qui s'appelle une université, pour avoir une approche universelle. Quelqu'un qui est assez abouti sur la démarche puisse intégrer les débats, ou quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que NIS 2, on en a aussi dans notre groupement, puisse aussi intégrer les débats et la construction. Ça a été 2 jours et demi de travail assez intense, mais ce qui a permis de ressortir avec des adhérents sur un accompagnement avec des partenaires, des constructeurs, des éditeurs, sur de la formation technique de nos directeurs techniques et des techniciens, de l'accompagnement juridique qui était primordial pour rassurer les gérants, parce qu'effectivement il y a une forme de responsabilité. Je vous rappelle juste que dans tous les discours que l'on entend, qui sont très intéressants, nous sommes le dernier maillon, c'est nous qui sommes en face le client final, nous sommes sous-traitants, donc la responsabilité, on peut la faire descendre, on peut la faire cascader, mais c'est nous en bas qui y sommes. Et on a même poussé jusqu'à mettre en place des formations pour les commerciaux, parce qu'en fait on s'est rendu compte que le discours commercial est primordial. Ce sont nos commerciaux qui sont chez les clients et on ne peut plus dire, ça a peut-être existé, mais on ne peut plus dire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe qui. Donc voilà, donc on a mis tout ça en place. On a aujourd'hui en résultat, au bout d'un an, un peu plus d'un quart du groupement qui a été chercher une labellisation Expert Cyber. On a 15-20%, 15% précisément, qui a été chercher une labellisation, enfin sur une norme ISO 27001. Une partie qui reste attentiste, ça c'est les groupements indépendants, chacun choisit sa position, mais aujourd'hui on a à peu près les 2/3 d'un groupement qui est prêt dès que les décrets seront votés, dès que le gouvernement sera un peu plus stable, on se sentira prêt, on aura déjà abordé le sujet avec un petit peu de contenu, avec un petit peu de réflexion. Et c'est pas parce que le sujet a été traité il y a un an qu'on l'arrête. Je ne sais plus qui a évoqué le sujet tout à l'heure sur justement toutes ces labellisations. On va chercher aujourd'hui sur le label Expert Cyber, par exemple, la V3, qui est sortie récemment, et on continue de travailler, idem sur la norme ISO 27001. Un nouvel adhérent s'est fait certifier là, tout récemment. Donc bref, il y a un run rate qui est entretenu de par les équipes permanentes qui m'accompagnent, avec un directeur technique qui drive tous les directeurs techniques du groupement. Donc voilà comment on travaille. C'est vrai que c'est intéressant de noter cette relation avec les labels, parce qu'il y a les labels cyber, il y a les normes ISO 27001 et NIS 2, il y a aussi des labels RSE, il y a aussi, on entre clairement dans un monde de labels. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment les choisir, comment homogénéiser, comment un peu structurer nos relations avec
ces labels. Après, on va tous avoir des maillots, peut-être des maillots de rugby Septéo, mais on aura label cyber, label RSE, je sais pas quoi, label Nice 2, on aura plein QVCT exactement, qualité de vie et conditions de travail. On aura tout un tas qui vont progressivement. Alors, il ne faut pas le voir nécessairement comme une contrainte et comme un frein, parce que ça peut être aussi des outils très structurants qui peuvent aider les sociétés à comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut évoluer, comment on se situe et comment on s'organise dans un marché global, dans un écosystème global, parce qu'on veut travailler en écosystème, donc il faut être compatible, donc il faut avoir les mêmes façons de travailler, les mêmes référentiels. Vous le disiez tout à l'heure, entre Artis et RG System Suite, la première étape, c'est de mettre en cohérence les clients, d'avoir le même numéro d'identification des clients et puis la même façon de les rechercher. Eh bien, si on veut travailler tous ensemble en écosystème, en chaîne de valeur, il faut s'harmoniser et les labels, les normalisations, les directives ou les règlements peuvent nous aider à nous structurer, à travailler ensemble. Ma question, Laurent, comment vous prenez Nice 2 chez Septéo? Par quel bout vous attrapez les choses? Où vous en êtes? Comment ça se passe, la relation Nice 2 et Septéo? Écoute, on va s'y mettre. Non, je déconne. Non, on parlait déjà, avant de parler Nice 2, la certification ISO 27001. Et c'est vrai que déjà, sur une structure, ça apporte un cadre. Donc nous, Septéo IT, on est certifié maintenant depuis 3 ans. Petit point de complément, donc on a renouvelé le certificat là au mois de juin. Et l'auditeur nous a félicité parce que ça fait plusieurs années qu'il audite. Et ça fait partie des 3 sociétés où on a la meilleure note, parce qu'on n'a aucune non-conformité mineure et majeure. Donc c'est important à préciser. Et c'est pour ça que ce rôle chez nous, sécurité, est très important. Parce qu'on remarque, moi ça fait 7 ans que je suis chez Septéo IT, et l'évolution du discours des partenaires sur la sécurité est grandissant. Et on nous demande de plus en plus d'exigences, de transparence. Qui êtes-vous? Où sont vos données? Est-ce que vous êtes certifié? C'est quoi votre stratégie? C'est quoi l'évolution sur la partie? Je vais y venir sur la partie Nice 2. Donc on a pris en compte tout ça. Et tout ça pour revenir, déjà, le cadre ISO 27001 est très important. Donc ça, c'est sur le côté interne. Après, sur le côté Nice 2, comment, un mot a été dit, vulgariser le discours. On a beaucoup de partenaires qui nous disent, Laurent, comme on dit, ou un adhérent, Nice 2, c'est quoi? Donc là, notre rôle, forcément, c'est de proposer des solutions, avec Bitdefender notamment, mais c'est d'accompagner et de trouver le bon discours sur ça. C'est vrai que donc, nous, on est partenaire de l'EBEN depuis 3 ans, 4 ans maintenant. On est partenaire de Séquence depuis plusieurs années. On travaille avec OVH maintenant depuis plusieurs années. Et notre rôle, c'est participer à ces commissions et échanger sur cette partie-là. Donc c'est un sujet qui est très important après chez nous. Et c'est le début, c'est encore à ses débuts. Je comprends bien l'engagement de Septéo dans cette logique Nice 2. Est-ce que ça impacte sur le choix de vos partenaires stratégiques? Est-ce que vous regardez les partenaires avec lesquels vous travaillez, s'ils sont déjà compliants, comment ils sont compliants? Donc ça, c'est le côté amont. Donc première partie de ma question. Deuxième partie, il y a l'aspect aval, c'est-à-dire que tous ceux qui vont être vos partenaires, qui vont distribuer, utiliser vos produits, comment est-ce que vous les accompagnez ou vous essayez de faire qu'ils soient compliants avec vous? Parce qu'au bout de la chaîne, ils vont porter vos solutions, et si eux, peut-être, ne répondent pas aux critères Nice 2, on pourrait dire, oui, mais c'est la faute RG System, quelque part. Comment vous regardez le monde amont pour choisir vos partenaires stratégiques et comment vous accompagnez le monde aval de votre distribution pour vous assurer qu'ils soient compatibles dans cette logique de compatibilité? Très bonne question, merci de l'avoir posée. Si on prend déjà Septéo IT, on va parler de souveraineté numérique. Déjà nous-mêmes, on a une souveraineté de la donnée et une souveraineté du développement. C'est un point également important parce que souvent on nous parle, vous êtes éditeur, oui, mais on est éditeur d'une solution française qui est développée en France. Ça, c'est un premier choix. Donc, on est maître de cette partie, maître de la partie data. Et forcément, quand on fait le choix de nos partenaires, ça va de soi. C'est-à-dire, on va travailler avec qui? On va travailler avec OVH. Et souvent, on nous pose la question, Laurent, tes données, elles sont où? Elles sont situées sur 3 sites géographiques chez OVH. Laurent, ton partenaire, là, on parlait d'Artis. Oui, c'est un acteur local, français, qui édite un ERP, qui est basé à Nantes. Et tout le monde se connaît, qui travaille avec OVH. Donc, on a le choix de travailler avec des acteurs souverains. On parle de Bitdefender. Bitdefender, c'est européen.
Donc c'est ce choix-là. Et après, c'est de porter au niveau des clients cette parole. Je prends un exemple. Souvent, on nous dit de plus en plus, les clients finaux, on a besoin de documentation qui s'appuie pour dire « Laurent, c'est quoi le RGPD? C'est quoi ton dossier technique? Est-ce que tu peux me donner la preuve que tes données sont à tel endroit ?» Oui, donc on va structurer ce document. On repart de l'ISO 27001. Donc nous dit Laurent, on a besoin, notre client nous demande ton papier qui certifie que tu es ISO 27001. Donc on apporte à vraiment toute cette partie-là au niveau des clients et des partenaires. Et notre objectif, c'est également d'évangéliser. Et de plus en plus, on le remarque depuis 2 ans, on voyage beaucoup dans la France avec les partenaires. Et les partenaires nous sollicitent pour avoir ce discours auprès des clients finaux. Rien de plus gratifiant de dire à un client final, le partenaire dit regardez, moi je travaille avec Septeo IT, il est présent dans la salle, il est là. Forcément, les clients ils disent voilà, ça a du sens, plutôt que d'avoir un acteur américain qui est derrière un ordi et qu'on ne voit jamais. Cécile, on voit bien que Nice 2, c'est un petit peu compliqué quand même. Cet environnement, il n'est pas si simple. Quelles sont les actions minimum à faire, à ton avis, pour être à flottaison, pour juste être bien, mais voilà, si je veux faire le minimum, voilà, je suis une société, je me dis, moi je veux bien, Nice 2, j'entends tout, le minimum à faire pour être aujourd'hui compliant ou acceptable Nice 2, c'est quoi? Alors, si tu permets, je vais répondre à ta question, hein, Paul, mais je vais rebondir aussi sur le label Expert Cyber, parce qu'en fait, il y a 2 volets, en fait, pour moi. Il y a l'accompagnement qu'on fait auprès de notre réseau d'adhérents pour les aider, justement, à obtenir ce label Expert Cyber en lien avec le JPA-CIMA. Et typiquement, il y a une question du financement. Parce que pour une TPE ou une PME, aujourd'hui, tout ça, c'est des coûts. Il faut rester pragmatique. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, nous, on s'est rapproché de notre OPCO, qui est l'OPCommerce, en fait, et on a dealé avec notre OPCO la prise en charge à quasiment plus de 95% du financement du label Expert Cyber pour une TPE en fonction de si c'est entre 0 et 20, supérieur à 20, 20, 50, etc. Et donc, grosso modo, ça facilite. On est en train de travailler sur le parcours de formation aussi, avec forcément notre vice-président de la commission IT, Vincent Durfort, et l'OPCommerce, pour faire référencer en fait parce que si in fine les gens qui essayent d'obtenir le label ne l'obtiennent pas, c'est aussi quelque part pénible pour eux. Donc en fait, il y a aussi un fort volet formation, financement, qui est hyper important, en tout cas pour nous, en termes de côté fédération, pour faciliter l'obtention de ce label qui vient en complément des ISO 27001, qui sont en effet, je suis d'accord, le socle. Maintenant, sur l'accompagnement, le triptyque en fait, des 3 étapes essentielles qu'on peut leur préconiser. Déjà, est-ce que vous avez identifié un expert cyber, en fait? Est-ce que vous avez identifié, nous on appelle ça un responsable cyber dans votre entreprise? C'est tout con, mais ça commence par là, en fait, c'est un peu la base. On leur dit aussi, OK, est-ce que vous avez déjà fait l'état des lieux de vos données, systèmes, de votre interopérabilité? Parce que voilà, il y a le sujet interopérabilité, risque. Où est-ce que vous en êtes? À quel niveau de maturité, en fait, vous en êtes de ce point-là? Et enfin, en 3, on demande la partie gestes de base. Où est-ce que vous en êtes des mises à jour, sauvegarde, gestion des accès, sensibilisation et formation? Et on essaye d'avoir aussi un entretien en direct avec le patron de la boîte. Pourquoi? Parce qu'on veut lui notifier en fait 2 choses. La première, c'est qu'il peut voir ça sous l'angle de la conformité, certes, mais il peut voir ça aussi sur l'angle de l'opportunité du business. Il peut le voir également sur un angle l'angle de sa responsabilité. Parce que Nice 2, c'est aussi, en cas de contrôle, qui est responsable? Mais ça, je pense que je te laisserai en toucher peut-être 2 mots. Enfin, je sais pas. Mais la responsabilité du dirigeant, en fait, elle est super importante. Donc, voilà, en gros, c'est financement, formation sur la partie de nos adhérents et également le triptyque des trois items et attention, vigilance sur votre responsabilité.
on n'est pas très loin déjà du RGPD, de ce qu'on nous demandait. Attention par exemple à des choses comme Windows 10, attention à l'obsolescence, attention aux failles de sécurité à tout niveau, et ça commence par le recensement. Gilles, je ne sais pas si Cécile voulait te rendre responsable quand elle dit la responsabilité, je vais laisser Gilles répondre là-dessus. Moi, la question que j'aimerais te poser, on comprend que c'est un millefeuille. On comprend que c'est logique, hein, c'est une chaîne, donc c'est le maillon le plus faible de la chaîne sur lequel il faut travailler. Et si le maillon le plus faible, c'est le dernier maillon avant le client, il faut travailler sur ce maillon-là. Ma question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que tu aurais un exemple de ce que vous auriez fait dans une logique de travail sur NIS2, sur la conformité, sur le compliances, avec un client pour l'accompagner, pour l'aider, en disant « nous, on a fait notre part, votre part, c'est ça, comment vous le faites, comment vous l'accompagnez, comment vous l'aidez, comment tu te situes dans ce millefeuille ?» Et si tu avais un exemple concret, ce serait top. Alors encore plusieurs choses. La première, c'est que, bien évidemment, en tant qu'industriel, on provisionne des risques à hauteur de la typologie de nos métiers. Donc en tant que fabricant d'IT, les risques que l'on finance, ils sont liés à notre activité. Encore une fois, on ne voit pas les données, mais bien évidemment, si on revient sur tout ce qu'on s'est dit, on a un devoir de conseil. Et au-delà de ce devoir de conseil, c'est surtout quelque part d'être dans une dynamique de vulgarisation. Je reprends un peu les termes qu'on a pu entendre ici et là. En ce sens, on fait partie d'une association qui s'appelle Exatrust et qui regroupe, on va dire, le monde de la cyber, notamment la maison de la cyber à Paris, dans lequel on a beaucoup d'adhérents qui, bien évidemment, sont extrêmement impliqués dans cette problématique. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on échange beaucoup, qu'on a des juristes qui viennent pour nous expliquer les domaines d'application, les limites, que bien évidemment, pour comprendre la chaîne de valeur, on parlait de cette cinématique d'architecture et de complexité de ce millefeuille, c'est qu'il faut avoir une matrice de risque, une cartographie en quelque sorte des responsabilités des uns et des autres. Donc, c'est pas simple, bien évidemment, mais il faut la construire au fur et à mesure. Et puis, encore une fois, je pense qu'il faut que ça soit pragmatique et que ça soit adapté à une notion de proportionnalité face à la nature des clients finaux. Voilà. On ne traite pas effectivement, je dirais, des données sensibles ou des secteurs sensibles ou des clients grands comptes, peut-être avec le même prisme que des gens qui hébergent des données qui ne sont pas soumis notamment à des règles d'extraterritorialité. Et là, on irait un peu plus sur le SNC, parce que la loi de programmation militaire, finalement, elle donne différentes interprétations entre le 27001, entre le NIS2, entre le SNC, et on a la même chose pour quasiment tous les pays européens, en attendant je dirais non pas un label, mais une certification fédérée qui s'appellerait le UCS. On voit que le Cloud Act, que tout ça est structurant, et que finalement, ce qui structure notre approche en termes de certification, ce sont bien les champs réglementaires et la nature des données, voilà, qui est liée finalement aux clients finaux. Donc comment est-ce qu'on fait ? On travaille, on essaie de travailler. Alors nous, on a des juristes, voilà. Donc on n'a pas la problématique, effectivement, d'aller quelque part recruter des gens, de les former, puisque nous sommes un industriel, on est ISO 50 000, 14 000, 9 000, 27 000, 26 000. Alors je ne vais pas tous les déclarer, mais on a effectivement des juristes et puis surtout des gens qui vont nous accompagner de manière pragmatique en fonction de l'exposition au risque. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est oui, comment est-ce qu'on éduque ? C'est au travers de clubs utilisateurs, de clubs éditeurs, c'est quelque part d'expliquer et de mettre en pratique et d'anticiper bien évidemment cette matrice de risque et d'exposition que l'on va retrouver en fonction ou en regard de notre domaine de responsabilité. Et puis derrière, ce que l'on fait, alors ça c'est pour revenir sur ce qui se disait, d'une menace on peut en faire une opportunité, si j'ai bien compris ce qui était dit, c'est de dire vous avez l'occasion aujourd'hui soit d'aller sur du 27001, donc par exemple la Belgique a fait cette transposition simple de dire NIS2 finalement ça sera un cadre 27001 pour tout le monde.
Bon, tout le monde ne s'y retrouve pas parce que c'est une approche simpliste et un peu réductrice, mais ça peut aussi être un argument commercial et marketing pour quelque part rehausser son niveau de compétences et de certification vis-à-vis de ses clients finaux. Donc pour revenir à la question qui était posée sur comment est-ce qu'on accompagne, finalement ce sont plutôt nos clients qui nous disent, et là je vais prendre l'exemple d'MG10 qui est une société bretonne basée à Vannes que certains connaissent, voilà, bien, et qui se dit, moi la sécurité c'est dans mon ADN, ça tombe bien, c'est la nôtre aussi, c'est la vôtre. Voilà, ici. Et ce que je vais faire, plutôt que d'être sur une approche contrainte qui va être subie, je vais l'anticiper. Donc, par défaut, et c'est un coût, j'anticipe systématiquement le plus haut niveau de certification, ce qui va me permettre d'avoir toujours un coup d'avance et finalement de répondre de manière, je dirais, relativement transparente à ces exigences techniques et fonctionnelles et ou réglementaires. Voilà. Et donc, eux ont fait, comme beaucoup d'autres, le choix d'aller sur du Secnum Cloud. Alors, pourquoi le Secnum Cloud ? Parce que finalement, l'IS2, c'est à 98% de l'ISO 27000, mais ça a un coût. Parmi leurs clients, on a dit que l'IS2, c'est finalement, on passe de 600, 800 OIV, OSE à plus de 15 000. Donc, on ne se pose pas la question de savoir qui on aura en client final, mais on se dit, finalement, ce cadre devrait être adapté par défaut à l'ensemble de mes clients. Mais c'est un investissement, bien évidemment, mais c'est aussi une opportunité pour aller capter de nouveaux marchés. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. C'était ta réponse, très bien. Mais j'ai une question complémentaire et j'aimerais te la poser à toi particulièrement, c'est la relation entre la cybersécurité et la souveraineté. C'est meilleurs amis, meilleurs ennemis, on est ensemble, on n'est pas ensemble. On a tendance à les confondre un petit peu parfois. Comment est-ce que tu vois la relation entre la cybersécurité et la souveraineté tellement évoquée en ce moment ? Pardon. Souveraineté, alors c'est devenu un peu le mot polysémite ou tarte à la crème à la mode. Tout le monde y veut un peu, il met ce qu'il veut bien entendre. Donc je ne vais pas rentrer dans un débat hyperscaler, Cloud Act, surtout FISA finalement, qui est soyons conscients que les États-Unis, mais d'autres font non pas de l'espionnage industriel, mais on appelle ça de la veille économique. Donc voilà, ça existe depuis toujours, on a plein d'exemples là-dessus, donc à chacun d'être conscient de ça. Donc je ne vais pas faire de prosélytisme. Donc la RGPD, nous concernant en tant qu'acteur CSP européen, elle est garantie. De facto, on est par design, comme on dit, par conception, dans un modèle souverain. Voilà, on est un industriel, on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, des composants jusqu'au data center, et on a des équipes qui opèrent en termes de services managés sur le sol européen, qui garantit effectivement, je dirais, la compliance au sens RGPD. Ensuite, l'ANSSI, encore une fois, par rapport à la loi de programmation militaire, va définir, et ce n'est pas simplement pour les qu'on dit militaires, tu évoquais tout à l'heure, Paul, juste les militaires, mais ce n'est pas les militaires, c'est tous les secteurs industriels qui sont critiques, l'eau, l'énergie, etc., donc qui sont le médical, la santé, alors qu'il y a le HDS, et ça c'est intéressant dans ce que tu dis, puisque on voit des acteurs américains comme Illumina dans le génomique, qui est le numéro 1 mondial des séquenceurs, 85% de part de marché. On voit GE Electric, qui est le numéro 1 mondial de tout ce qui est PACS et tout ce qui est Picture Acquisition au sens radiologie, 65% de part de marché, qui aujourd'hui font de la veille réglementaire sur le sol européen pour savoir s'ils doivent anticiper, non pas HDS et ou NIS 2, mais pour savoir s'ils doivent déjà aller sur du SNC ou du C5 pour l'Allemagne, ou de l'ESN pour l'Espagne, en attendant, encore une fois, ce que je disais, c'est-à-dire une vision européenne qui pourrait se traduire par un certificat ou une certification ou un label, en tout du moins, qui reprendrait les bonnes pratiques, encore une fois, des cadres réglementaires les plus exigeants que sont le Secnum Cloud de C5 et voire d'autres cadres réglementaires. Donc, pour revenir et finir sur la question, oui, je pense que c'est essentiel d'être conscient de qui peut le plus, peut le moins, voilà, et peut-être d'anticiper pour aller chercher ou capter de nouvelles parts de marché avec des gens qui partagent un ADN commun, c'est-à-dire une notion de souveraineté, d'autonomie industrielle, etc., etc. Voilà.
Aurélien, ce que j'aimerais savoir de ton côté, c'est comment aujourd'hui, pour répondre à des appels d'offres dans le groupement Séquence, vous faites. Comment est-ce que vous faites pour montrer patte blanche, pour montrer que vous répondez bien à des normes qui vont arriver, qui ne sont pas encore arrivées, comment vous mettez vos labels en avant, comment vous mettez la relation avec vos hébergeurs, avec vos partenaires en avant, comment ça se traduit concrètement sur le terrain dans votre relation, notamment aux appels d'offres? Eh bien, en fait, on va jouer sur la carte du groupement. L'adhérent en question va se positionner. Alors déjà, pour une remise en contexte, la société Séquence, le groupement en tant que tel, ne répond pas aux appels d'offres. Ce sont les adhérents qui répondent aux appels d'offres et qui éventuellement les mutualisent à plusieurs si c'est opportun. L'approche qui a été mise en place depuis quelques années maintenant est de travailler sur la maîtrise d'œuvre dans le sens où je suis adhérent, je pilote. De quoi j'ai besoin ? Ce que j'ai, ce que je peux aller chercher. On parlait tout à l'heure de tout ce qui était responsabilité. Est-ce que j'ai une assurance cyber? Est-ce que je peux m'engager ou pas? Est-ce que j'ai une compétence sur tout ce qui est firewalling? Est-ce que j'ai une compétence juridique? Si je l'ai, je la mets dans mon appel d'offres. Si je ne l'ai pas, j'ai un groupement de 43 revendeurs plus moi et je vais aller chercher la compétence à droite et à gauche en mode de sous-traitance. Et donc ce n'est pas moi qui opérerai, ça sera le sous-traitant que j'ai choisi et membre du groupement. Et ce qui me permet, moi, j'entends toutes vos sociétés avec des tailles et des chiffres qui nous feraient presque rêver. Donc petite société, petite PME régionale, je vous disais, de 40 personnes, grand max. Eh ben, je suis en mesure de répondre à un cas très concret qui me vient en tête. On est dans le Var, pas très loin de chez toi, et un SDIS qui est tombé. Cyberattaque, c'est quand même assez primordial parce que les SDIS aujourd'hui doivent avoir des disponibilités assez importantes. On a un adhérent qui est référencé dans un annuaire, enfin bon bref, je vous passe toute l'approche, et qui est sollicité. L'adhérent en question n'a pas le panel entier des compétences nécessaires. Au lieu de le cacher et de bidouiller comme on pourrait imaginer, ben non, en fait, il a son champ de compétences et le reste, il le dit ouvertement, je vais m'appuyer sur des adhérents compétents dans un rayon de 2 heures autour de chez moi et monsieur le client ou le prospect, je suis en mesure de vous répondre, je suis votre interlocuteur et je drive derrière toutes les compétences. Ces compétences-là, aujourd'hui, elles ne sont pas maîtrisées par les adhérents, elles sont maîtrisées par la société Séquence, donc on est une bonne quinzaine à être salariés de cette société. Et donc, en fait, les adhérents reviennent vers nous, tout simplement, et nous disent, ben voilà, j'ai besoin pour un appel d'offres de répondre à ça, ça, ça et ça. Quels sont les éditeurs, quels sont les constructeurs qui peuvent m'épauler, que je connais ou que je ne connais pas, et quels sont les adhérents qui peuvent m'accompagner dans cette démarche-là. Et il y a une co-construction qui avance comme ça. C'est la dichotomie. C'est clair, donc c'est pas le millefeuille, mais c'est le puzzle, et on est plus fort à plusieurs, mais encore une fois, il faut se coordonner et être à la même vitesse, au même niveau de compréhension. Laurent, le temps passe très vite, on va déjà arriver au bout de cette table ronde, mais j'ai une question. La relation NIS 2 et MSP, et est-ce que pour les MSP, tu pourrais me résumer NIS 2 en 3 points, par exemple? 3 points à examiner spécifiquement pour les MSP. Pour la réponse, je te laisse 2 minutes. Non, 3 sujets. Harmonisation des sanctions au niveau de l'Europe, élargissement du champ d'action, c'est-à-dire on parle d'entité essentielle, une entité importante, et tu l'as dit tout à l'heure, également de sous-traitants. On fait le focus sur ces 2 entités, mais une petite entité qui a 10 salariés, si elle travaille avec une entité essentielle, elle va être soumise. Et après, c'est augmentation du cadre de sécurité. Donc, c'est vraiment ces 3 points-là. Et quand on résume, quand on va voir un MSP, c'est voilà, c'est NIS 2, c'est ça. Est-ce que j'ai répondu? Bon, c'est bon. Moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes, bravo. Ben, ça tombe bien, on arrive à la fin de cette table ronde. Donc je vais vous proposer à chacun de faire une conclusion. J'ai une question pour chacun. Je vais commencer par toi, Cécile. On entend souvent, notamment des petits distributeurs, dire « je fais ce que je peux ». Mais c'est pas très bon comme réponse. Je fais ce que je peux, ça suffit pas. C'est pas la bonne réponse. Bah écoute, est-ce que c'est la bonne ou pas la bonne réponse? C'est leur réponse.
Donc, moi, je ne vais pas commenter leur réponse pour le coup. Ce que je peux te proposer, par contre, moi, c'est quelque chose que j'aime bien en termes de pédagogie expliquer. C'est que si l'Europe a décidé ça, c'est pas pour rien. Et j'aime bien la notion de fermer les brèches. En fait, pour moi, Nice 2, c'est je ferme les brèches potentielles d'une cyberattaque et possiblement par un endroit où on ne l'aurait pas présupposé. Et aujourd'hui, vu qu'on est dans un monde hyper connecté, hyper interopérabilité. On voit bien avec l'IoT aujourd'hui, aussi bien dans les aménagements des espaces de travail, dans la vidéosurveillance, partout en fait. La notion de, OK, si on inclut, par rapport à ton volet chaîne de valeur, si on inclut tous les acteurs de la chaîne de valeur, eh ben, on va peut-être pouvoir fermer les brèches. Et quelque part, on va peut-être pouvoir aussi aller activer une autre notion qui m'est chère et je m'arrêterai là parce que sinon je pourrais parler pendant très longtemps. C'est la notion de tiers de confiance en fait. C'est la notion de confiance numérique. Peu importe en fait l'acteur que vous aurez en face de vous, vous pourrez vous assurer qu'il y a une confiance numérique et qu'elle est propre parce qu'elle est réglementée, elle est dans un cadre. Et je pense que c'est ça en fait que l'Europe a voulu avant tout mettre en avant. Gilles, un petit mot de conclusion. Alors je sais, ma question, c'est une question qui ouvre à longtemps de réponses. Donc j'aimerais te solliciter pour que tu me fasses quand même une réponse courte. Mais aujourd'hui, Nice 2, on l'a vu, beaucoup de règles, beaucoup de réglementations, beaucoup de documentation à avaler, à travailler, à ressortir et tout. Est-ce que l'IA, ça peut nous aider pour se mettre en conformité avec Nice 2 ? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt que je demande à l'IA de m'aider ? Vaste débat philosophique, éthique, bien évidemment. Oui, alors moi je ne veux pas me substituer bien évidemment, enfin ma réponse pourrait se substituer à des gens qui le font très bien et dont la mission est d'avoir un peu plus d'intelligence et du jus de crâne que l'intelligence artificielle. Non, je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui peut être un outil intéressant en termes de compréhension, pour synthétiser finalement et mettre un cadre pour que ça soit compréhensible, intelligible, pour qu'on puisse déjà, ou qu'une petite société puisse déjà avoir c'est toujours un peu un principe d'ordre de grandeur, de proportionnalité, qu'elle comprenne quels sont les enjeux, ce à quoi elle est exposée et quel est son gap, un gap analysis qui lui permet de comprendre aujourd'hui ce qu'elle doit faire et de comprendre ce qu'elle encourt. Voilà. Donc oui, bien évidemment, sachant que, comme ça je rebondis sur quelque chose d'intéressant qui a été dit tout à l'heure, c'est que le cyber-risque, aujourd'hui la cyberassurance, pour les TPE, donc pour la partie SMB comme on dit, ne représente que 11%. 11% aujourd'hui des acteurs qui sont concernés par Nice 2 sont assurés sur le cyber-risque. 11% simplement, versus 85 à 90% pour ce qu'on va appeler le SBF, le CAC 40. Donc là, il y a encore une prise de conscience de ce point de vue-là qui est vraiment essentielle. Voilà, j'espère avoir répondu sur oui, ça sert et oui, ça peut être un outil intéressant en première approche. Bien évidemment. Cécile veut faire une surconclusion, vas-y. Non, pas une surconclusion parce que c'est en fait une problématique qu'on a côté fédération sur l'assurance cyber et l'assurance responsabilité civile. Et c'est plutôt un point de vigilance parce qu'on a eu des cas, c'est très concret, de renvoi des assurances cyber vers l'assurance responsabilité civile et de la responsabilité civile vers l'assurance responsabilité cyber. Et pour le coup, c'est un vrai casse-tête pour les entrepreneurs qui se retrouvent déjà en situation conflictuelle parce qu'ils ont subi un risque cyber et donc ils doivent faire face à leur clientèle sur ce risque-là. Donc il y a déjà un gros accompagnement. Et en plus, leur compagnie d'assurance se renvoie la balle. Donc en tout cas, moi, je ne fais que vous inviter à une vigilance de couverture entre la responsabilité civile et la responsabilité cyber. D'autant plus qu'il y a des assureurs spécialisés qui s'occupent de ça et qui demandent, c'est pas un label de travailler avec un assureur spécialisé, mais presque. Ils demandent tellement un courtier, c'est un métier de courtier en assurance, et ils ont un parcours pour pouvoir vous assurer qui est tel, que c'est presque un label. Je ne sais pas ce que tu voulais dire en plus.
Oui, c'est principalement des courtiers en France. Juste pour vous donner, alors je ne vais pas faire de prosélytisme, mais il y a des acteurs style stoïque aujourd'hui qui sont des agents d'intermédiation qui vont à la fois, il n'y a pas Yogosha dans la salle, mais ça pourrait être pour les pentests, pour les tests d'intrusion, etc., qui vont faire, pour ceux qui ont fait également des tests, alors je ne sais plus comment on appelait ça avant, ça avait un nom un peu particulier sur les tests d'intrusion, etc. J'ai un peu oublié comment ça s'appelait, mais ils vont vous mettre en fait en relation avec des courtiers. Donc vous avez à la fois ces écosystèmes qu'on a évoqués tout à l'heure sur des gens qui ont l'expertise du cadre, des références, de l'intrusion, et donc des intégrateurs experts, et puis également des gens qui sont des courtiers et qui vont pouvoir vous suivre. Voilà, je pense que c'est intéressant. Ils ne sont pas les seuls, c'est stoïque, mais il y en a d'autres. C'est vrai que dans la cybersécurité, un petit peu comme dans les sauvegardes, tant qu'on n'a pas testé la récupération de données, on ne sait pas si la sauvegarde a fonctionné. Dans la cybersécurité, tant qu'on n'a pas eu des attaquants, on ne sait pas si nos défenses fonctionnent. Ma question de conclusion, Aurélien, lorsqu'on a préparé, tu m'as dit aujourd'hui, il faut faire des choix et se positionner. Une réponse courte, comment on peut faire des choix et se positionner pour travailler avec NIS2 pour passer de la stratégie à l'action? C'est relativement simple. Il faut se coordonner, il faut travailler ensemble, il faut travailler en petits groupes avec son voisin, avec des gens qui ont le même métier, la même taille, des plus gros, des plus petits, des startups, des sociétés qui ont 40 ans d'expérience. Et cette force que l'on a d'être petit, mais d'être aussi très humain et très souple, on va dire, permet tout à chacun de faire son propre point de vue. Moi, en tant que groupement, je n'ai pas la réponse. La seule réponse que j'ai, c'est de dire vous allez avoir 44 réponses différentes et chacun va travailler en allant rencontrer Laurent, en allant travailler avec Eben, en travaillant entre adhérents du même département. La réponse n'existe pas. Faites-vous votre propre expérience et mélangez-vous. Merci. La question de la fin et le mot de la fin sera pour toi, Laurent. On a eu l'impression, et c'est toujours l'impression qu'on donne dès qu'on parle de cybersécurité, dès qu'on parle de NIS2, dès qu'on parle de ce genre de choses, que c'est un petit peu anxiogène. Est-ce que, pour la fin, tu pourrais nous rassurer? Avoir un mot qui nous rassure sur le sujet? Alors, oui, c'est anxiogène parce que ce sont des termes un peu particuliers, un peu barbants. Mais rassurer, oui, parce que pour moi, la conclusion de cet échange, c'est le collectif. Et on est meilleurs ensemble. Et tous les acteurs qui sont là, on travaille pour répondre à cette problématique. Donc je dirais, voilà, NIS2 fait qu'on va tous travailler ensemble. On a plein d'acteurs souverains en France. Voilà, il faut tous les faire travailler. Et aussi, forcément, on parle de business. Forcément, pour un MSP, c'est aussi une opportunité business. Et c'est aussi l'opportunité d'être encore plus crédible au niveau du client final. Merci. Je vous propose de les applaudir tous les quatre parce qu'ils ont passé du temps.